Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la suite du cours des cancers, plutôt des génétiques de cancer. Fois passée, on a abordé l'introduction et les deux critères d'origine génétique et monoclonale du cancer. Dans cette partie, on va voir les oncogènes, les gènes suppresseurs, des tumeurs et quelques exemples concernant des tumeurs héréditaires ou bien des cancers génétiques. Donc, je vous invite à abonner toujours pour recevoir la prochaine des vidéos concernant tous les modules. Je vous demande le maximum de partage et de j'aime afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Les liens toujours sont disponibles dans la description. Et on commence maintenant, c'est de la notion des oncogènes. Donc, comme leur nom indique, là, c'est des oncogènes. Donc, ce sont des gènes qui sont capables de conférer un phénotype cancéreux à une cellule normale. Donc, les oncogènes proviennent de quoi? Des proto-oncogènes. Donc, on a des proto-oncogènes qui vont devenir des oncogènes. Donc, ces proto-oncogènes ayant subi une mutation qui affecte son niveau d'expression, qui va entraîner la surexpression et l'hyperactivité des protéines codées. Et ça, c'est les caractéristiques des cellules cancéreuses. Donc, c'est les oncogènes qui proviennent des proto-oncogènes. Donc, ces gènes-là, s'ils sont mutés ou bien altérés, ils sont capables de donner un phénotype cancéreux aux cellules où ils affectent. On a plus de 20 proto-oncogènes qui ont été identifiés, divisés sur plusieurs familles. On a la famille MYC, la famille SRC, la famille 6 et la liste s'allonge et ainsi de suite. Ils, ils ont des fonctions primordiales dans la cellule normale. Ils ont une fonction de croissance, de prolifération, de régulation, de métabolisme et de différenciation cellulaire. Mais lorsque ces gènes-là subissent une anomalie, ils vont se convertir vers des gènes oncogènes et ça peut faire soit par l'intermédiaire d'une infection virale ou bien sans infection virale. Donc ces proto-oncogènes-là, sous infection virale, ou bien parfois c'est pas des infections virales, c'est un mécanisme sans intervention virale, ils vont devenir des gènes oncogènes et ils vont transformer la cellule en une cellule maligne avec capacité tumorale. Donc ça, c'était la notion des proto-oncogènes. Donc, ils sont à l'état physiologique des gènes de croissance, de prolifération, de régulation métabolique et de différenciation cellulaire, mais à l'état pathologique lorsqu'ils se transforment à des oncogènes, soit de cause virale ou non, ils vont devenir des oncogènes et ils vont donner le phénotype cancéreux pour la cellule affectée. Commençons premièrement par les oncogènes qui sont résultats d'une infection virale. Donc, on a abordé je vous invite à consulter la playlist de virologie. On a abordé le critère oncogène de certains virus. C'était le cas des herpès, c'était le cas du papillomavirus, virus de l'hépatite. Donc tout ça sont des virus avec un pouvoir oncogène. On va le détailler maintenant. Donc les oncogènes qui sont portés par certains virus, surtout les rétrovirus. Là c'est du VIH, c'est le rétrovirus avec le transcriptase inverse. Là c'est la physiopathologie des infections virales. Je vous invite à consulter le cours. Se font au départ, donc les gènes cellulaires ils sont normaux. Donc les proto-oncogènes, ils vont être prélevés par le virus. Donc le virus a le caractère de prélever certains gènes du noyau. Donc il va prélever ces gènes-là et donc ces gènes, on répète, sont des protogènes, ce sont des gènes physiologiques. Et lorsque le virus subit son cycle de réplication, il va porter des protogènes et par le passage dans la cellule hôte, lorsque ces séquences de proto-oncogènes passent au génome viral, ils vont subir des modifications et ils vont donner des oncogènes qui vont être transcrits par le virus. Donc le virus va retirer ou bien va prélever les proto-oncogènes qui sont physiologiques. Ils vont passer sans sa structure virale dans ce génome, ils vont devenir oncogènes et là ils vont être transcrits ou bien pendant le cycle de réplication, lorsque le virus colonise les nouvelles cellules, ça va être transmis
ces oncogènes-là, malheureusement, ils vont être intégrés à l'ADN et de l'oncogène ADN de la cellule hôte. Donc, le virus va prendre un proto-oncogène d'une cellule A. Ce proto-oncogène va subir d'une transformation, il va devenir un oncogène, il va être intégré à une autre cellule B. Donc c'est pour cela le passage du proto-oncogène vers un oncogène à cause d'une infection virale. Là, c'est prouvé le rôle des infections virales dans la oncogénèse. Comme je vous ai dit, c'était le cas des herpès viridés, c'était le cas des virus de l'hépatite, c'était le cas du papillomavirus. Et la liste s'allonge en, c'est le pouvoir en cancérogénèse, ou bien cancérogène, oncogène de certains virus. Donc, première cause de transformation des oncogènes, plutôt des proto-oncogènes vers les oncogènes, c'est les infections virales, comme illustré là dans l'illustration. Donc ça, c'est premièrement, c'est le rôle du virus dans l'oncogénèse. Deuxièmement, ça, la formation d'oncogènes peut être, ou bien peut survenir sans intervention virale. Donc, ça, c'est le rôle viral, vous voyez là, le rôle du virus dans l'oncogénicité. Mais parfois, c'est pas du tout du rôle du virus. C'est la conversion du proto-oncogène en oncogène qui va se produire soit par une amplification du gène. Donc, les cellules malignes comportent plusieurs copies du gène. Donc, le gène va être amplifié. Donc là, le virus n'a aucun rôle pour la survenue de cette oncogénicité. Parfois, ce sont des translocations, des anomalies génétiques. On a parlé de ça dans le cours des anomalies chromosomiques. Je vous invite à consulter. Donc, ils vont mettre l'oncogène près d'un gène activateur. Et ça va activer l'oncogène. Donc, ce sont des translocations, ce sont des anomalies génétiques. Et parfois, c'est la délétion. Donc, c'est une pathologie ou bien de structure de chromosome. C'est la mutation ponctuelle. Donc, elle a une grande partie sur le gène et elle va aboutir, par exemple, à l'élimination de quoi? Des gènes suppresseurs des tumeurs. Et ça va favoriser la prolifération maligne. Donc, le virus a son rôle dans l'oncogénicité, mais parfois ça peut être par une erreur génétique de transcription, de translation, de délétion dans le cycle de la cellule là. Ça, c'est le rôle des gènes suppresseurs des tumeurs qu'on on va voir prochainement. Donc, sans l'activité de ces gènes suppresseurs des tumeurs est de tuer ou bien de causer l'apoptose de toute cellule qui a subi une malformation ou bien une anomalie génétique. Lorsque ces cellules-là échappent de le mécanisme suppresseur ou de l'apoptose, ils vont devenir pathogènes et ils vont devenir cellules tumorales qu'on va détailler prochainement. Donc, le rôle peut être c'est des causes virales, il peut être des erreurs génétiques pendant la transcription, des anomalies chromosomiques comme on a abordé précédemment. Dernier titre concernant les oncogènes, donc ce sont les caractéristiques. Donc là, vous voyez, c'est une cellule normale, elle a subi une mutation, ça va causer la prolifération maligne qui est indiquée là dans l'illustration. Donc, ça c'est le rôle des erreurs ou bien de l'oncogénicité causée soit par des infections virales ou bien non virales. Maintenant, les caractéristiques ou bien les particularités des oncogènes. Donc, un oncogène qui fait intervenir un virus, il est nommé bien sûr V-onc, c'est-à-dire V oncogène qui est dépendant du virus. L'autre, les oncogènes qui ne faisant pas intervenir un virus, ils sont nommés le C-onc. Gardez bien ces deux notions-là, ça peut être des questions d'examen. Troisièmement, l'oncogène, il agit comme allèle dominant. Ça, c'est très important à retenir. Un oncogène est un allèle dominant. Dominant, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit qu'il existe un seul, ou bien un seul chromosome, ou bien un seul allèle homologue pour qu'il s'exprime et que la cellule subisse des modifications tumorales. Un seul allèle est suffisant de causer une oncogénèse s'il existe un oncogène. Dernièrement, en plus de le rôle de la transformation maligne des cellules,
Les oncogènes sont responsables aussi de potentiel d'envahissement du tissu voisinage et même de donner des métastases qui sont résistantes au traitement. Donc, vous voyez là le rôle de la génétique dans l'oncogénèse, dans la résistance, dans la transformation maligne. Donc, les oncogènes ont un rôle très important dans la transformation maligne, même dans l'envahissement du tissu de voisinage et aussi de la formation de métastases et même de résistance au traitement. Donc là, vous voyez dans ce cours le rôle ou bien le poids de la génétique pendant l'oncogénèse, c'est pas à négliger. Donc, la génétique a une relation étroite avec de l'oncogénèse, comme c'est indiqué dans le but de ce cours. Donc, ça, c'était les oncogènes, les proto-oncogènes, les oncogènes, le rôle des virus, les erreurs pendant la transcription ou bien les anomalies génétiques et les caractéristiques des oncogènes. Regardez-vous qu'ils sont dominants, ils sont responsables d'envahissement tissulaire et même de malformation de métastases et de résistance au traitement. Donc, ça, c'était tout pour les oncogènes. On va passer maintenant au opposé de ces gènes-là, c'est les gènes dits suppresseurs des tumeurs. Donc, comme leur nom indique, ces gènes suppresseurs de tumeurs sont la barrière contre, ou bien ce sont les régulateurs du cycle cellulaire. Chaque cellule, ou bien n'importe quelle cellule qui va subir une anomalie génétique, elle va être dégradée ou bien subir d'une apoptose grâce à ces gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, si ces gènes-là se malfonctionnent ou bien les cellules s'échappent aux gènes suppresseurs du tumeur, ils vont aurait la chance de transformer en cellules malignes. Donc, les gènes suppresseurs des tumeurs sont des gènes normaux de la cellule. Ils agissent par la régulation du cycle cellulaire, comme indiqué là dans l'illustration, et sur la différenciation de la cellule. Ces gènes suppresseurs de tumeurs peuvent être responsables de l'apparition de cancers, mais lorsqu'ils sont absents. Donc, les oncogènes vont être responsables de l'apparition du tumeur lorsqu'ils subissent une transformation du proto-oncogène vers un oncogène. Là, ces gènes suppresseurs du tumeur, c'est leur absence, comme indiqué dans le support, ou bien l'activation des gènes qui permet à la tumeur de se développer. Donc, c'est l'absence des tumeurs suppresseurs, plutôt des gènes suppresseurs qui va donner la chance aux tumeurs de se proliférer et de s'étendre. À l'inverse des oncogènes, les gènes suppresseurs du tumeur contribuent à la malignité lorsque la fonction des deux allèles est perdue. Ce n'est pas un seul allèle comme dans les gènes oncogènes. Donc, gardez ça vous en tête. Les oncogènes sont des dominants, mais pour que l'activité de gène suppresseur du tumeur soit altéré, il faut l'atteinte de deux allèles qui doivent être perdus, alors que les oncogènes agissent comme des gènes dominants. Donc ça, c'est une autre différence entre, ou bien entre l'oncogène et les gènes suppresseurs. Là, les premiers sont des dominants, les oncogènes sont des gènes dominants, mais pour les gènes suppresseurs, il faut l'atteinte de deux allèles afin que la transformation maligne a lieu. Donc, les gènes suppresseurs du tumeur nécessitent la mutation des deux allèles sur les deux chromosomes homologues de la même cellule pour que se développe une tumeur. Donc, ça, c'était les gènes suppresseurs du tumeur. Elles nécessitent l'atteinte de deux allèles sur deux chromosomes homologues. Pas comme les oncogènes, une seule atteinte sur un seul allèle, ça va donner la prolifération maligne. Ainsi bien, ils se sont transmis selon le mode autosomique dominant. Les gènes suppresseurs du tumeur sont considérés comme gènes récessifs. Donc, ils sont transmis de phase autosomique dominante, mais ils sont considérés comme gènes récessifs. Comme on avait dit, il faut l'atteinte de deux allèles afin que la prolifération maligne a lieu. Pourquoi? Puisqu'il faut que la cellule soit homozygote pour la mutation,
pour qu'elle devienne cancéreuse, on parle là de perte de l'hétérozygosie. Donc, c'est la perte de l'hétérozygosie, c'est l'atteinte de deux allèles, ça va donner l'espace aux tumeurs de se proliférer. Ça, c'est le caractère récessif, ou bien c'est pour cela que les gènes suppresseurs du tumeur sont considérés comme gènes suppressifs. Donc, ça, c'était les gènes suppresseurs du tumeur. C'est la barrière contre, c'est l'arrêt du cycle pour les cellules qui ont subi une malformation ou bien une anomalie génétique. Elles vont être arrêtées, le cycle va être arrêté par ces gènes suppresseurs-là. Leur absence, ces gènes, ces gènes suppresseurs de tumeurs, leur absence va donner lieu à de prolifération maligne. Donc ça, c'était les gènes suppresseurs des tumeurs. Maintenant, on va aborder un gène très important, c'est le gène PCK3 et leur relation avec de l'apoptose. Donc c'est le gène PCK3 et de l'apoptose. Nous savons tous que l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. C'est un processus actif d'autodestruction de cellules. Donc l'apoptose là, ça nous fait rappel au cours de première année de cytologie, c'était l'apoptose, c'est la mort programmée, le rôle du gène PCK3. Donc l'apoptose est un mécanisme physiologique de protection de l'organisme. Elle permet de quoi? D'éliminer les cellules anormales, bien sûr, notamment celles qui présentent des mutations. Un déficit du processus apoptotique peut être l'origine de développement du cancer, comme le déficit des gènes suppresseurs. Donc l'apoptose, c'est un mécanisme physiologique, je répète, l'apoptose, c'est pas d'une anomalie. L'apoptose, c'est un mécanisme physiologique protectrice, bien protectif contre la prolifération maligne. Il permet l'élimination des cellules anormales ou bien des cellules mutées. L'apoptose, elle est régulée par deux catégories de gènes opposés. On dit les gènes pro-apoptotiques, comme le gène PSC3, illustré là dans l'illustration, qui oriente la cellule normale vers la mort programmée. Donc, le PC-3, c'est le gène qui est responsable de l'apoptose. C'est lui qui va induire le message d'autodestruction. C'est lui qui nous permet d'éliminer les cellules qui sont anormales ou bien les cellules mutées. Donc, c'est un gène dit pro-apoptotique. Notez bien ce terme-là. Ça peut être une question fréquente d'examen. Donc, l'apoptose, c'est un balance entre deux gènes pro-apoptotiques et le PC-3 et des gènes anti-apoptotiques. Donc, c'est le BCL2. Comme leur nom indique, ces antigènes, ou bien ces gènes anti-apoptotiques vont favoriser la survie de la cellule et l'immortalisation. Et donc, si l'équilibre entre la gène pro-apoptotique et les gènes anti-apoptotiques est rompu, donc là, c'est la perte de l'homéostasie. Là, on peut assister à un développement d'un cancer. Donc, vous voyez là le rôle primordial, le rôle essentiel des gènes et de l'apoptose dans la prolifération maligne. Donc, tout ça sont des facteurs qui vont favoriser la transformation maligne. On a parlé des oncogènes, des proto-oncogènes, des gènes suppresseurs des tumeurs. Et là, on a le rôle du gène PCK3 et de l'apoptose. Donc, gardez-vous en tête, tout ça sont des facteurs qui vont contribuer au développement d'un cancer. Donc, ce gène PCK3, il est localisé au bras court du chromosome 17. C'est un gène impliqué dans la régulation de la transcription de l'ADN. En cas d'anomalie d'ADN, le cycle cellulaire reste bloqué en G1, comme on avait vu. Donc, c'est le blocage de la division cellulaire. S'il y a une anomalie, ce gène-là va bloquer la cellule en G1 afin de permettre la réparation de l'ADN. Si les lésions de l'ADN persistent, qu'est-ce qu'il va subir? Donc, la cellule ne peut pas se diviser et le gène PSC3 va engager cette cellule-là dans le mécanisme d'apoptose et
qui passe par plusieurs étapes. C'est la formation du corps apoptotique, la fragmentation du noyau, la dégradation et dernièrement de la phagocytose. Donc ça, c'est de l'anatomopathologie. Je vous invite à consulter la playlist d'anatomopathologie. Donc, soit la cellule, elle correcte ou bien se corrige son structure génomique ou bien elle va subir de l'apoptose. Donc, c'est logique que dans de nombreux cancers, le gène PCK3 se trouve muté ou bien inactivé, ça qui permet aux cellules dont l'ADN est anormal de survivre sans réparer et ils vont devenir des gènes ou bien des cellules cancéreuses. Donc, ça c'était le dernier mécanisme de régulation, c'était de l'apoptose, un phénomène physiologique primordial essentiel afin de garder l'homéostasie. S'il y a une perte d'équilibre entre les gènes pro-apoptotiques et les gènes anti-apoptotiques. Ça va donner une transformation maligne, ça va donner l'immortalisation des cellules et ça ce qui définit les cellules tumorales. Notre dernier titre, c'est on va voir quelques exemples concernant les cancers dits héréditaires. Donc, depuis des années, on sait qu'il existe des familles qui sont prédisposées pour certains cancers. La prédisposition héréditaire pour les cancers pourrait naître lors de la mutation de la lignée germinale des gènes suppresseurs des tumeurs, comme on avait déjà dit précédemment. Il existe plusieurs types de cancers ou bien plusieurs cancers héréditaires. On a le cancer de prostate, le rétinoblastome, le cancer du sein, la xéroderma pigmentosum qui est lié aux expositions aux ultraviolets, l'adénocarcinome du côlon et le tumeur de Wilms. Dans notre cours, on va détailler, on va donner trois exemples. C'est le rétinoblastome et la LMC et le lymphome de Burkitt. Donc, commençons premièrement par le rétinoblastome indiqué là et le gène RB1. Donc, notez bien le gène qui est responsable de rétinoblastome. Ça peut être des questions fréquentes dans l'anatomopathologie ou génétique. C'est le RB1. C'est le premier gène suppresseur du tumeur. Il est identifié et cloné. Le gène RB1 code pour une phosphoprotéine PRB et constituée de 927 acides aminés. Donc cette protéine, elle joue le rôle ou dans le contrôle de la prolifération cellulaire et on fait partie des facteurs de transcription nécessaires à la progression cellulaire vers la division. Donc c'est le gène RB1, c'est lui qui contrôle la prolifération, une mutation ou bien une anomalie dans ce gène-là va donner du rétinoblastome. C'est une tumeur embryonnaire qui se localise au niveau de l'œil. C'est rétinoblastome. Donc, dans les cellules normales, le PRB est inactivé par phosphorylation. Sa mutation, la mutation de PRB ou bien son inactivation provoque le rétinoblastome, malheureusement. Donc, le PRB, il a un rôle primordial pour l'homéostasie, comme on va voir. S'il est inhibé par phosphorylation, ça c'était dans l'état normal, mais lorsqu'il est muté ou bien inactivé, il va provoquer le rétinoblastome. Donc, le rétinoblastome, comme illustré là dans l'image, c'est une tumeur maligne de l'œil. Malheureusement, c'est de la malignité qui développe à partir des cellules embryonnaires. Ça, je vous invite à consulter le cours de tumeurs embryonnaires dans la playlist d'anatomopathologie pour mieux comprendre ces tumeurs embryonnaires-là. Mais gardez-vous en tête, ces cellules tumorales vont présenter une mutation homozygote causée par une délétion de la bande 13 et veut dire le bras court et bande 14, donc c'est du chromosome 13. Je répète, ça c'est la nomenclature délétion, donc c'est D de la bande P14 du chromosome 13. Donc c'est du chromosome 13 sur son bras court, le P, la bande 14 qui va subir une délétion et ça va
donner du rétinoblastome. Ce rétinoblastome, il existe deux cas. Donc 40% sont des rétinoblastomes non héréditaires, plutôt 40% sont héréditaires et 60% ne sont pas. Commençons premièrement par le rétinoblastome héréditaire. Il représente 40% des cas des tumeurs, donc touche plus d'un individu de la même famille. Dans ces cas, les patients sont généralement des enfants. Les tumeurs peuvent être bilatérales, peuvent se bilatéraliser. Ils sont d'apparition qui comportent le risque de survenir d'autres tumeurs secondaires chez cette patient-là ou bien chez ce patient qui est atteint du rétinoblastome. Donc, dans les formes familières ou bien héréditaires, malheureusement, là, ça peut être une bilatéralisation. Donc, ce sont les deux yeux qui vont être atteints de ce rétinoblastome et la probabilité d'avoir des tumeurs secondaires, ça va augmenter chez le même patient ou bien chez la même personne. Malheureusement, la forme héréditaire, elle tend à se compliquer, se bilatéraliser et même de donner des tumeurs secondaires. Malheureusement, là, le pronostic, il est défavorable. Deuxièmement, la tumeur qui est sporadique veut dire isolée, c'est 60% des cas. Là, c'est un événement unique. Donc, il se manifeste là chez l'adulte, c'est l'inverse, il touche un seul œil sans risque de cancer secondaire. Donc, c'est la forme sporadique. Il y a deux mutations simultanées des deux allèles. Donc, dans les formes familiales, il y a une délétion constituelle, mais dans les formes sporadiques, il existe deux mutations simultanées des deux allèles. Donc, ça présente dès la naissance, c'est une mutation germinale provoquée par les gamètes. Donc, ça ne va pas provoquer par elle seule la tumeur. L'apparition d'une tumeur nécessite que les deux allèles RB1 soient mutés. Donc, dans les formes sporadiques, ça, c'est la nécessité de l'atteinte de deux allèles RB1 qui doivent être mutés. Donc, la cellule est hétérozygote pour la mutation. Donc, il n'y a pas de transformation maligne. Donc, si la cellule elle est homozygote et atteint les deux allèles, là, il y a le risque du rétinoblastome. Gardez bien ce caractère de homozygosie et d'hétérozygosie dans la formation du rétinoblastome dans les cas sporadiques. Donc, c'est une forme moins grave. Une seule atteinte, un seul œil se manifeste chez l'adulte, par contre, en forme familiale, qui est une délétion constitutionnelle présente à la naissance. Donc, ça, c'était quelques points forts concernant le rétinoblastome, la tumeur embryonnaire dans ces deux formes, les formes héréditaires et les formes sporadiques. D'autres exemples, c'est le lymphome de Burkitt. Ça, on va détailler, ou bien vous allez le voir dans le module d'hématologie et d'oncologie. Donc, le lymphome, c'est une prolifération maligne. Elle est fréquente en Afrique centrale. Elle est favorisée par l'Epstein-Barr virus, le BV. Ça, on a abordé dans le cours des herpès viridés. Je vous invite à consulter. Il est dans la playlist de bactériologie. Donc, le paludisme aussi. Ces cellules malignes sont des lymphocytes, comme leur nom indique. Ils sont immatures de phénotype B. Ce sont les lymphocytes B qui vont subir la transformation maligne. Ces cellules-là présentent une anomalie sur le chromosome 8 qui réalise une translocation. Là, l'anomalie génétique est une translocation avec l'un des chromosomes 14, 2 ou 22. Donc, le chromosome 8 va subir une translocation soit avec du chromosome 14, 2 ou bien 22 et ça va donner du lymphome de Burkitt. Là, on a le rôle de virologie ou bien de virus, d'infection virale, surtout de l'Epstein-Barr virus dans la formation de lymphome de Burkitt. Et le gène impliqué là, c'est le c-MYC. Donc, dans le rétinoblastome, c'était le RB1. Gardez ça bien en tête, ça peut être des questions d'examen. Dans le lymphome de Burkitt, c'est le gène c-MYC.
et il va présenter des anomalies sur le chromosome 8 qui va être transloqué avec le chromosome 14, 2 ou bien 22. Donc, j'espère que tous ces points forts, vous allez les garder en tête. Je vous invite à prendre des notes. Ça peut être des questions fréquentes d'examen. Donc, tous ces mots-clés, tous les points forts, vous devez les retenir afin de bien maîtriser le cours. Dernièrement, le dernier exemple, c'est la leucémie myéloïde aiguë. C'est la LMC. Là, dans l'illustration, ça c'est du lymphome de Burkitt. Vous voyez, ça c'est de la forme pharyngée. Vous voyez là, c'est une prolifération maligne. Et là, vous voyez, ça c'est du lymphome de Burkitt. Ça, sa forme qui est très fréquente chez l'enfant dans l'Afrique centrale. C'est une déformation majeure cutanéo-muqueuse. Elle touche parfois même la cavité buccale. Notre dernier exemple, c'est la leucémie myéloïde aiguë, c'est la LMC. Donc là, vous devez garder en tête, une LMC veut dire c'est la présence du translocation 922 ou bien le chromosome de Philadelphie qui est illustré là. Toujours, dans la leucémie myéloïde, il y a souvent une translocation entre le chromosome 9, indiqué en bleu, et le chromosome 22, indiqué en blanc. Ça va donner naissance au chromosome Philadelphie, indiqué à droite dans l'illustration. Donc, ce chromosome Philadelphie, c'est une translocation, c'est un T922. Gardez bien ce terme-là. Donc, le T922, la translocation 922, c'est elle qui va donner le lymphome ou bien la leucémie myéloïde aiguë, c'est le chromosome Philadelphie. Donc, notez bien ce chromosome Philadelphie-là. Il est caractéristique de la LMC. Il est souvent présent dans les LMC. Ce chromosome Philadelphie est constitué dans son bras court, ou bien il est constitué par plusieurs fragments. Il est constitué par le bras court du chromosome 22 à cause de la translocation. Il est constitué dans son tiers proximal, plutôt proximal, du bras long du chromosome 22. Un petit segment distal qui est le bras long du chromosome 9. Donc, vous voyez le chromosome Philadelphie illustré à droite. Son bras court, c'est le chromosome 22. Le bras long, il est constitué de deux fragments. Le fragment proximal ou bien le tiers proximal, c'est la partie du chromosome 22. Mais le petit fragment ou bien la deuxième partie qui est en bleu, donc là, c'est le bras long du chromosome 9. Donc vous voyez là que le bras long, c'est du gène ABL. Et là, c'est du BCR. Donc on a deux bandes qui sont oncogènes. C'est la bande BCR qui est indiquée dans le chromosome 22. Et la bande ABL qui est sur le chromosome 9. Et qu'est-ce qui va se passer dans le chromosome de Philadelphie? C'était le petit fragment illustré là. C'est le petit fragment, vous voyez là, que les deux gènes BCR et ABL, ils sont juxtaposés. Donc la translocation, elle va fusionner deux proto-oncogènes. Elle va fusionner le BCR qui est la bande là en bleu dans le chromosome 22 et la bande ABL. Ils vont être fusionnés dans cette translocation. Ça va former du gène, bien de la naissance BCR-ABL. Et là, ça va donner la naissance d'un oncogène, c'est le BCR-ABL. Donc, si on récapitule la leucémie myéloïde chronique, c'est le rôle du chromosome Philadelphie. C'est une translocation T922. Je vous invite à noter tous ces critères-là. Là, il y a la fusion de deux proto-oncogènes, le BCR et le ABL. Ils vont donner le groupement ou bien la fusionnement. Elle est nommée BCR-ABL. Et cette dernière-là, c'est cet oncogène ou bien, qui va favoriser ou bien donner la naissance de la tumeur et de la LMC. J'espère que c'est clair. La notion du chromosome Philadelphie, la fusion de deux proto-oncogènes BCR et ABL, tout ça, vous devez retenir, ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, dernièrement, on a la conclusion. Donc, les tumeurs malignes
ont une croissance illimitée, ils sont autonomes, ils sont des clones cellulaires anormales. Donc, ça va donner des masses tumorales, des néoplasies malignes, ils vont détruire le tissu formant. Et là, il est basé toujours sur une base génétique et même donner des métastases. Donc, la connaissance de ces mécanismes-là de survenue de cancer, ils vont nous permettre de faire le dépistage précoce et permettre une meilleure prise en charge du patient. Et il va augmenter ses chances de survie. Donc, vous voyez, de la génétique, c'est très important de connaître ces notions-là pour mieux ou bien pour faire un dépistage précoce chez les patients qui sont prédisposés, c'est-à-dire les patients qui ont ces anomalies qu'on a citées là, le chromosome philadelphie, la translocation, la délétion, tout ce qu'on a déjà parlé dans ces exemples-là sont des facteurs favorisants de prolifération maligne chez les patients qui ont une prédisposition génétique. Ça va nous aider à les dépister et bien prendre en charge et bien sûr augmenter ses chances de vie. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo était utile et bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Bon courage, mes chers confrères.